Est-ce qu'on va pouvoir commencer? Alors, je je change la diapo. Et donc, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à ce webinaire. Bon, on m'indique qu'un des panélistes était là. Il est revenu. OK, d'accord. Donc, je suis Jean-Sébastien Fallu, rédacteur en chef et directeur de Drogue, Santé, Société, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, chercheur régulier au risque, le groupe Recherche et Intervention sur les substances psychoactives Québec, à l'Institut universitaire sur les dépendances et au Centre de recherche en santé publique. J'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer ce riche panel. Euh, dont on a eu l'idée à l'automne dernier, mais on s'est fait damer le pion, ou peut-être copier, non, damer le pion par plusieurs, dont les FRQ. Il y a beaucoup d'événements sur la science en français récemment, et donc c'est intéressant. Il y a une grande effervescence autour du sujet, c'est encourageant. Puis, ben, c'est ça, il nous a semblé qu'une discussion élargie, franche sur la question de la publication scientifique en français était importante dans cette période charnière pour cet enjeu. Le webinaire s'inscrit là, dans les activités qui entourent le 20e anniversaire de la revue DSS, puis qu'on a organisé conjointement avec le RISC dans le cadre de son 30e anniversaire. Les festivités vont se clôturer dans 2 semaines au colloque Convergence, Recherche, Intervention. Et le webinaire aujourd'hui s'inscrit justement dans les webinaires avant-goût du CRI. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier le RISC pour cette fructueuse et heureuse collaboration, puis aussi pour remercier les membres du comité de rédaction de DSS qui ont participé aux réflexions et à l'organisation des activités tout au long de l'année depuis juin 2002, particulièrement Christophe Huynh, Michel Perrault, Michel Landry et Annie-Claude Savard. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre panel aujourd'hui qui a accepté gentiment et généreusement de répondre à la grande question pourquoi publier en français. Donc, d'abord Jean-Pierre Perrault, qui est président de l'ACFAS, et vice-recteur à la recherche et aux études supérieures à l'Université de Sherbrooke. La phase qui vient de se terminer, donc le webinaire d'aujourd'hui ne s'inscrit pas dans les activités formelles de l'ACFAS, mais c'est vraiment un timing avec aussi le 90e congrès qu'on a vécu la semaine dernière. Jean-François Gaudreau-Desbiens, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit et vice-recteur à la planification et à la communication stratégique de l'Université de Montréal. Louise Potvin, professeure titulaire à l'École de santé publique, directrice scientifique du Centre de recherche en santé publique et rédactrice en chef de la Revue canadienne de santé publique, le Canadian Journal of Public Health. Vincent Larivière, qui est professeur titulaire à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal et directeur scientifique d'Érudit. Et enfin, Adèle Morvanou, professeure adjointe au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke et membre du comité de rédaction de DSS. Alors, j'arrête mon partage et on commence. Merci à tous, bienvenue et tous et toutes. Et on commence avec donc une petite intro. Caroline Quach, en tant que présidente d'honneur justement du 90e congrès de l'ACFAS, a donné une entrevue récemment à la radio où elle faisait valoir l'importance de faire de la recherche en français pour maîtriser les concepts et l'habitude de les communiquer pour le grand public, comme ce fut le cas au cours de la pandémie, ce qui alimente d'ailleurs les journalistes, le discours public en lien avec les différents domaines de recherche. Pour DSS, comme pour les autres revues scientifiques publiées au Québec, en France puis ailleurs, c'est l'opportunité de diffuser la recherche et les pratiques en français. Mais pour vous, chers panélistes, pourquoi publier en français? Je vous pose la question et je vous invite à considérer les différents points de vue de qualité des recherches, de revues, de l'évaluation, de points de vue culturel, identitaire, pluridisciplinarité, pluralisme, etc. Donc,
Je vais commencer peut-être avec Jean-Pierre qui vient de clore un 90e congrès de l'ACFAS qui a été une grande réussite, comme on se disait en marge avant de commencer. Donc, Jean-Pierre, je te cède la parole. Merci, Jean-Sébastien. Effectivement, ça a été un grand succès. Je pense que c'est toute la communauté francophone qui s'est réunie, qui s'est mobilisée la semaine dernière. On a avoisiné le 10 000 congressistes, ce qui avait été du jamais vu. Et ça montre donc l'engouement de vouloir partager, de faire avancer des savoirs en français, et c'est dans tous les secteurs. Donc ça me rend particulièrement heureux comme président de l'ACFAS. Faut réaliser que le français est une langue que je qualifierais de juste. Elle a beaucoup de vocabulaire. Elle permet de décrire les travaux de recherche de manière précise. Et c'est important aussi de publier de la recherche en français pour toujours s'assurer que tout le vocabulaire est disponible. Nous sommes tous des professeurs en entour de l'écran. Si le seul livre de référence devient l'anglais, ben, je vais être mal pris pour enseigner à mes étudiants. Il me faut ce vocabulaire-là. De l'autre côté, si je veux parler à la société, et je pense que c'est de plus en plus important, il faut que j'ai un vocabulaire pour m'adresser à eux. Il faut que je les saisis de l'avancement des connaissances. Puis comme ça justifie aussi pourquoi faire qu'ils payent des taxes pour supporter des travaux de recherche universitaire. Donc, il y a les deux côtés. Je pense aussi que c'est important de dire, c'est pas le français contre l'anglais. Chacune des langues a sa place, surtout quand je fais une recherche qui n'est pas un mécanisme fondamental de la physique quantique, puis qui est de quelque chose ancré dans la société. C'est une raison de plus de le publier dans la langue où c'est que le travail a été réalisé. Puis ça, c'est important, je pense, de le mentionner. Merci Jean-Pierre. Je vais continuer dans l'ordre de l'affiche publicitaire, puis on fera un autre ordre pour d'autres questions. Donc, je vais y aller avec Jean-François Gaudreault-Desbiens. Donc, pourquoi publier en français? Évidemment, je partage entièrement ce que Jean-Pierre vient de dire. Il y a un enjeu, je dirais, pas d'imputabilité, le mot n'est pas juste, mais il reste que comme universitaire qui œuvre dans des universités francophones, il faut qu'on soit capable de parler à la société au sein de laquelle on est ancré. Et évidemment, quand on parle de publication en français, on ne doit pas réduire ça, à mon avis, aux simples publications dans des articles, dans des revues, à comité de lecture, etc., etc. Ça va au-delà de ça. Pour moi, c'est aussi la mobilisation des connaissances dans divers réseaux. Et c'est important de le faire aussi en français, parce qu'on ne se comprend pas d'histoire. C'est vrai qu'en sciences de la nature, en sciences de la santé, mais surtout en sciences de la nature, en physique, là, pas mal tout se fait en anglais. Puis ça relève, il y a un enjeu de liberté académique du côté des professeurs, il y a un enjeu de se faire comprendre, mais ça ne veut pas dire que si on publie un article, disons, en anglais, on ne peut pas et on ne doit pas, à mon sens, mobiliser ces connaissances-là pour les rendre accessibles aux communautés au sein desquelles on est ancré. Donc, il y a ce volet qui est quand même important. Il y a le volet, évidemment, il faut tenir compte des disciplines et adapter le discours et les stratégies en conséquence. Il y a la dimension, dans le questionnaire, Jean-Sébastien, que tu distribuais, point de vue culturel identitaire. J'ai l'impression que pour un certain nombre de chercheurs qui publient en français, il y a une dimension politique au sens large là-dedans. Là. C'est une décision politique que l'on fait de continuer à publier en français, même si, peut-être, parfois, il y a des coûts de transaction qui se rattachent à ça. Il n'y en a pas nécessairement dans toutes les disciplines, mais il peut en avoir. Et ça suppose des stratégies qui vont être à l'avenant. Dans le cadre du congrès de l'ACFAS, j'écoutais des chercheurs de la francophonie hors Québec qui disaient, nous, évidemment, si on publie en français, il faut s'assurer que les établissements où l'on évolue vont être en mesure de ne pas juger ça négativement. Autrement dit, il va falloir que ce soit pris en considération comme si c'était dans la langue majoritaire. Alors, il y a toutes sortes d'enjeux stratégiques qui doivent être pris en compte au niveau des promotions, etc., etc., etc. Moi, je dirais que les deux principaux
les deux principales raisons pour lesquelles on doit continuer de publier en français, c'est en raison de cette espèce du rapport que l'on a aux communautés francophones dans lesquelles on est ancré, on évolue, et d'autre part, pour cette dimension politique, cette valeur qu'a la langue française, qui est une grande langue. Hein? On parle du français comme d'une langue minoritaire en contexte canadien, en contexte nord-américain, c'est un fait, mais c'est aussi une grande langue internationale, une grande langue de science, une langue qui est aussi porteuse de diversité au pluriel. Et ça, j'insiste là-dessus. On fait souvent l'économie de ça, là, mais le français, c'est aussi un accès à une bonne partie de l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, c'est le pourtour de la Méditerranée, il y a des francophones en Asie, en Nouvelle-Calédonie, et donc grande langue internationale aussi, donc grande langue de compréhension interculturelle. J'arrête ici. OK, merci. Mais langue minoritaire, et donc ça rejoint peut-être même des enjeux EDI à ce niveau-là. Louise, je te cède la parole, toi qui es une revue dans laquelle on peut publier en français, mais en anglais aussi. Ouais, moi, j'ai deux chapeaux quand je pense à la question pourquoi publier en français, excusez-moi du lapsus, mais pourquoi publier en français? D'abord, comme auteur, comme scientifique, je publie en français et en anglais puisque ma discipline se fait principalement en anglais. Remarquez que moi, je dis à mes étudiants, soyez chanceux, comptez-vous chanceux, parce qu'en santé publique, dans 20 ans, la lingua franca sera le mandarin. Et on devra s'organiser pour publier en mandarin à un moment donné, à quelque part, tout en continuant de publier en anglais et en français. Donc, pour moi, publier en français, c'est important pour les raisons qui ont été dites. Une partie des gens avec qui je travaille, avec qui je fais ma recherche en français sont des gens dans les communautés et je veux qu'ils soient capables effectivement de se reconnaître dans ce que nous écrivons. Donc, c'est une des grandes raisons pour lesquelles certains papiers, je vais les mettre dans des revues où on parle français ou dans des revues où on parle anglais. D'autres papiers. Une des raisons pour lesquelles moi, je publie en français, c'est que malgré le fait que je parle et que je m'exprime et que j'écrive en anglais depuis 40 ans, j'ai appris l'anglais quand j'étais adulte, donc c'est pas le même exercice pour moi de publier en français que de publier en anglais. C'est beaucoup plus mon travail d'auteur est beaucoup plus gratifiant en français qu'en anglais. Et d'ailleurs, moi, je publie régulièrement des éditoriaux dans la Revue canadienne de santé publique, qui est une revue bilingue, puis je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai le choix puisque les éditoriaux sont traduits. J'ai un plaisir important à écrire en français, pas juste parce que c'est la forme éditoriale, mais parce que c'est ma langue et que, veux pas, je m'exprime mieux et je fais des phrases qui m'intéressent plus, moi, en termes d'expression lorsque je m'exprime en français que lorsque je m'exprime en anglais. Maintenant, pourquoi je publie en français dans la revue canadienne, comme rédactrice en chef de la Revue canadienne de santé publique? Pour une raison bien simple, c'est qu'une partie de notre lectorat vient du Québec, que le Canada est un pays où il y a 2 langues officielles et que pour moi, c'est extrêmement important qu'une revue qui porte le mot canadien dans son titre soit bilingue. Et ça a fait partie de la raison pour laquelle je me suis engagée il y a une dizaine d'années avec la Revue canadienne de santé publique, c'est de continuer à porter cette identité pour qu'une revue canadienne fasse une large place aux Français. Donc, c'est les aspects politiques d'être une langue une des 2 langues officielles du Canada. Et identitaire, donc, une homogénéisation de la langue pour avoir une culture. Bon. Vincent Larivière, quelque chose à ajouter, j'imagine?
Bah ouais, mais bon, évidemment, dans un panel à 5, on va souvent reformuler ce que les autres ont dit et je ne ferai pas nécessairement exception. Donc, je vais mentionner 2 points ici. Le premier, c'est l'accessibilité. Évidemment, ce n'est pas tout le monde à travers le monde, puis même en Amérique du Nord, qui comprend très bien l'anglais et qui l'écrit bien aussi. Donc, pour les auteurs de chez nous, pour nos étudiants, pour nos étudiantes, d'avoir la capacité de s'exprimer dans leur langue, puis Louise l'a bien mentionné, c'est quand même assez crucial, particulièrement dans des domaines qui ont une composante, disons, nationale, ce qui est le cas de la plupart des domaines, hein. On t'a donné l'exemple, Jean-Sébastien, de la physique, mais la physique qui est on pourrait dire un objet anational ou international, c'est la minorité. La biologie, les océans ont des dimensions nationales. La plupart de la science a une dimension nationale, même dans les sciences naturelles. Ce n'est pas juste dans les sciences sociales et humaines. Donc c'est normal qu'il y ait une dissémination qui soit nationale. Le deuxième élément de l'accessibilité, c'est évidemment pour les lecteurs, et Jean-François l'a mentionné, on a une responsabilité sociale en tant que chercheur. Ce n'est pas nécessairement l'argument des pairs de taxes, c'est l'argument de la société dans laquelle on évolue. On a une responsabilité à ce que les connaissances que l'on produise, particulièrement celles sur la société québécoise, sur la société canadienne, soient disponibles pour ces communautés-là. Une plateforme comme Érudit a un usage qui est immense à l'extérieur du champ universitaire. Elle est utilisée dans les cégeps, elle est étudiée dans les écoles secondaires. On a besoin de cette littérature-là scientifique et savante, plus généralement, dans les différentes communautés qui sont à l'extérieur du monde académique. La deuxième raison, c'est la question des objets de recherche. Donc, des objets qui sont indissociables de la langue. C'est clair, la poésie, la littérature, l'histoire, la sociologie jusqu'à un certain point. Mais le point que je veux amener ici, c'est les conséquences du passage à l'anglais sur ces objets-là, qui sont aussi par ailleurs les plus importants ou parmi les plus importants pour les sociétés dans lesquelles on évolue. Si on pousse au tout à l'anglais, ce qui est le cas quand même dans certains de nos départements au Québec, on crée structurellement les incitatifs pour que l'on arrête de s'intéresser à ces domaines-là qui sont importants. Donc moi, si mon bon doyen Frédéric vient me voir et dit « Hey Vincent, faudrait qu'on augmente dans nos classements, il faudrait que tu publies en anglais. » Bien là, pour publier en anglais dans des revues américaines, il faut que j'arrête de parler du Québec. Il faut que je parle des États-Unis ou que je parle d'un quelconque objet international qui, avouons-le, va être américain ou britannique ou canadien anglais. Donc, on crée des conditions pour arrêter de travailler sur le Québec, pour arrêter de faire des sciences d'éducation de chez nous ou des sciences infirmières, puis de faire des trucs qui ont rapport aux États-Unis pour, supposément, en gros guillemets, avoir un plus grand impact international. Donc, je m'arrête ici, mais je vais me fâcher un peu plus tantôt. D'accord, on aime ça. Alors, Adèle, la dernière et non la moindre, est-ce qu'on publie nos articles en français parce qu'ils sont moins bons? Oui, et pourquoi on publie en français? C'est sûr qu'il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été nommés, mais je vais mettre mon chapeau d'enseignante, oui, qui fait de la recherche, mais beaucoup enseignante selon mon expérience, et vous l'entendez à mon petit accent français, évidemment, je viens de France avec ma culture, mon identité française. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis au Québec et évidemment, comme enseignante, comme chercheur aussi, ma langue maternelle, donc c'est le français. Et puis, évidemment que c'est plus facile, et je rebondis sur ce que Louise Potvin nous a dit tout à l'heure, c'est plus facile, c'est plus précis pour moi de bien communiquer en français, de nuancer aussi mes propos à l'écrit, à l'oral, et c'est extrêmement important en fait pour nos étudiants. Moi, j'enseigne beaucoup à des étudiants qui sont des actuels ou futurs intervenants qui ne sont pour la plupart pas forcément à l'aise avec l'anglais. Et je me retrouve souvent avec des défis parce que je veux leur donner accès à de la littérature scientifique et je n'ai pas toujours ce qu'il me faut sous la main en français. Donc, on essaie de trouver des stratégies, mais je vois l'utilité, en fait, pour continuer à soutenir la formation des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais. Et dans la formation initiale, mais continue aussi parce qu'une fois qu'ils ne seront plus à l'université ou qu'ils ont terminé un certificat supplémentaire ou une spécialisation en maîtrise, comme ils peuvent venir le faire chez nous, ben, ensuite, la formation continue, ben, ça va être lire ce qu'ils trouvent sur Internet. Donc ça, pour moi, c'est essentiel en fait de publier en français pour que ce soit accessible et de la
la science de qualité. Et puis, quand je parle des intervenants, c'est les intervenants en dépendance. Donc, c'est énormément de données, évidemment, qui proviennent de tout ce qui est criminologie, par exemple, tout ce qui est sciences humaines et sociales de manière générale. Donc, tout ce champ toutes ces disciplines qui sont essentielles pour que nos intervenants continuent à bien intervenir auprès des populations. Merci, Adèle. Puis évidemment, j'ai oublié de le dire tantôt, il y aura une période à la fin de questions. Vous pouvez les mettre déjà dans le Q&R où vous pourrez les poser à la toute fin. Il y a 3 séries de questions, mais avant de passer à la deuxième thématique, disons, j'aimerais quand même vous relancer, si vous le voulez, qui que ce soit. J'ai peu entendu parler d'évaluation de la recherche puis des dossiers de promotion. Pour moi, ça me semble un enjeu fondamental. Mais aussi de la question de peut-être la pluridisciplinarité, le pluralisme en sciences, qui n'est pas un enjeu qu'on entend souvent, qui est mal compris. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut parler de l'un ou de l'autre de ces deux. Je peux parler de l'évaluation de la... Vas-y, Vincent. Vas-y, Jean-François. Non, vas-y, Vincent. Moi, je voulais parler de l'autre volet. OK. Bien, rapidement, évidemment, l'évaluation de la recherche est au cœur des raisons derrière le passage à l'anglais. Puis, on pourrait dire de façon un peu plus macro, les classements. Les classements d'université se servent de base de données qui ne colligent quasi exclusivement que des publications en anglais. Et donc, les incitatifs que l'on a chez nous au passage à l'anglais sont analogues à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Fait que, souvent, on présente le débat comme étant, au Québec en particulier, français versus anglais. Dans les faits, dans le champ scientifique, c'est l'anglais par rapport à toutes les langues. La pression à l'anglais, elle est la même pour les Italiens, pour les Français, pour les Suisses. Évidemment, le cas canadien et québécois est particulier dans la mesure où, d'une part, soit les États ont une langue nationale qui est bien établie, et donc le passage à l'anglais se fait dans une autre sphère que celle de la société dans laquelle ils évoluent, ou soit dans le cas des États bilingues comme la Belgique ou la Suisse, bien, ces pays bilingues-là n'ont pas l'anglais dans leur langue nationale. Donc, le passage à l'anglais se fait avec la langue d'un tiers qui ne vient pas jouer sur l'équilibre national des langues au sein du pays. Donc, le passage à l'anglais ici a une dimension qui est, disons, un peu plus importante ou politiquement plus chargée, disons, que chez nos collègues, d'une part hollandais, italiens ou belges et suisses. Mais donc, pour revenir à ta question, l'évaluation de la recherche est au cœur de ça. Et l'une des façons principales, si ce n'est pas la seule façon de régler cet enjeu-là ou de contribuer à le régler, c'est de revenir à des évaluations plus qualitatives, plus holistiques, ce qui est le cas dans les faits à l'Université de Montréal et dans la plupart des universités québécoises. Je pense que tu touches un bon point, en fait, Vincent, en faisant attention, justement, il y a l'évaluation de la recherche qui est faite à l'extérieur, dans les organismes subventionnaires, versus à l'intérieur de l'université. Puis on va se le dire, là, c'est assez rare qu'un prof rate sa promotion au rang d'agrégé ou de titulaire dans nos institutions. Donc, c'est pas là qu'est la véritable pression, là. Le jeune prof qui me dit, moi, il faut absolument que je publie en anglais pour devenir agrégé. Je dis, attends, là, je siège au comité de promotion, je revois les dossiers de tout le monde chez nous. Oh là, quand tu ne réussis pas à passer cette barre-là, c'est qu'il y a davantage que juste la langue de publication qui ne va pas, qu'on se le dise. Mais on a un enjeu, parce qu'on vit au Canada, parce que notre système, il y a 80% à peu près des gens qui sont en anglais, et c'est là que ça cause une difficulté plus importante, c'est notre évaluation à l'extérieur du Québec. C'est là qu'est le véritable enjeu. Merci. On entend quand même des fois des remarques que cette personne-là publie juste en français. C'est comme si c'était un élément de qualité, mais je comprends effectivement que c'est souvent pas suffisant pour empêcher une promotion, une progression en carrière. Jean-François? Mais dans un contexte, je vais rebondir là-dessus, dans un contexte anglo-normatif, qui est comme le contexte canadien, on ne se comptera pas d'histoire, c'est vrai qu'il y a à mon avis, il y a une perception d'infériorité de la qualité des travaux qui ne sont pas en anglais. Il y a, dans plein de domaines, il y a des choses extrêmement intéressantes qui se font en espagnol, en italien, en portugais, des langues que je lis ou que je maîtrise un peu. C'est la même chose, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas anglais est vu comme étant de second rang d'une certaine façon. Et ça participe de ce phénomène qu'on qualifie, c'est pas moi qui ai inventé le terme,
d'anglo-normativité. Je voudrais rebondir sur le pluralisme. Tu as parlé de pluralisme. C'est une chose d'écrire et de diffuser les connaissances en français, mais il faut voir aussi ce qu'on mobilise comme corpus littéraire. Tu sais, qu'est-ce que la littérature que l'on mobilise? En tout cas, dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, si on ne s'en tient qu'au français, il y a des traditions qui remontent à très, très loin, une tradition sociologique française, etc., etc., à laquelle nous puisons. Même chose en droit. On puise à ça. On nourrit notre pensée. Notre pensée est enrichie en puisant à ces traditions-là, qui demeurent dans une large mesure parfaitement inconnues, sous réserve de certains effets de mode, dans les milieux anglophones. Au point où je racontais cette anecdote-là, justement, dans le cadre d'un colloque du Congrès de l'ACFAS vendredi dernier. Une collègue à moi qui travaille sur le fédéralisme coopératif, qui est très, très fort en Allemagne, en Belgique, publie un article en anglais là-dessus. Elle mobilise la littérature allemande et belge, et son article est évalué par des pairs dans une revue internationale en anglais. You don't quote the literature. The literature, c'était la littérature en anglais, qui est nettement moins riche sur ce sujet-là que celle en français faite en Belgique ou en allemand faite en Allemagne. Alors, c'est ça, l'anglo-normativité, mais autrement dit, c'est non seulement une langue véhiculaire, une langue d'usage, le français, c'est aussi l'accès à des traditions intellectuelles. Et c'est important de les mobiliser, même quand on écrit en anglais. Moi, je me force pour citer des trucs en français dans mes textes en anglais. Merci. Louise, oui? Je veux rebondir sur ce que dit Jean-François et effectivement, en tout cas dans le domaine de la santé publique où on est à cheval sur le biomédical et sur le social, les Québécois, on est reconnus comme étant ceux qui sont capables d'amener de la littérature francophone, de la sociologie française, entre autres, dans des problématiques qui ont été beaucoup développées par les anglo-saxons. Donc, il y a cette richesse-là qui est reconnue du Québec. Et c'est probablement ça, par exemple, une raison pour publier en anglais. Aussi, c'est d'amener effectivement cette littérature et ce champ de savoir développé en langue française pour les lecteurs anglophones. Je voulais aussi rebondir un petit peu sur ce que disait Vincent. Pour avoir publié en portugais dans des revues brésiliennes, puis ton analyse le dit, là, ici on a des enjeux politiques autour de la langue, les Brésiliens en ont beaucoup moins par rapport à l'anglais, mais c'est comment ces revues-là sont valorisées localement et ils ont d'excellentes revues brésiliennes et en fait, à part les grosses revues dans lesquelles tout le monde veut publier et que personne ne publie finalement, ils ont des revues extrêmement bien classées autour en langue lusophone. Là. Donc, ils publient effectivement, c'est des revues où ils publient en anglais et en portugais. Donc, pour moi, cet aspect-là de l'identité forte des revues bilingues, puis je reviendrai pour la Revue canadienne de santé publique, c'est-à-dire d'amener des revues à augmenter les impacts, les métriques de revues bilingues. Pour moi, c'est un véhicule important pour promouvoir la science en français. D'accord, merci. Est-ce qu'Adèle, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à la deuxième? Oui, vas-y. Je voulais juste rebondir tout à l'heure. Tu nommais Jean-Sébastien, cette personne publie qu'en français ou qu'en anglais. Et puis Vincent, tout à l'heure, nommait des mesures plus qualitatives. Et effectivement, personnellement, je pense qu'on est beaucoup évalué. La manière la plus facile d'évaluer, c'est quantitatif, d'accord, en se référant à une mesure comme le facteur d'impact, qui est une mesure totalement imparfaite, comme on le sait très bien. Mais
moi, j'aimerais un petit peu plus voir des mesures qualitatives comme l'adéquation ou la pertinence du choix de la revue en fonction de la population qui est ciblée ou en fonction des retombées de la recherche. Ce n'est pas encore bien clair pour moi que c'est vraiment fait. En tout cas, à l'extérieur de l'université, souvent dans l'université, on arrive à argumenter pour la promotion, etc. Mais à l'extérieur, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire pour que ce soit un petit peu plus reconnu, surtout dans des domaines comme les sciences humaines et sociales où définitivement, on ne va pas aller chercher un impact factor énorme comme dans d'autres disciplines. Merci. Alors, passons à la deuxième thématique. On a déjà abordé quand même peut-être certaines de ces questions-là. La question, en fait, des enjeux, puis je vais y aller à rebours là, en commençant avec Adèle. Donc, sur les enjeux qu'on rencontre en lien avec la publication en français, donc, est-ce que c'est, je l'ai entendu, au colloque des FRQ, est-ce que c'est ralentir la science publiée en français parce que ça va vite en anglais, puis je pense que c'était quelqu'un du secteur des sciences naturelles, là, puis il y a un enjeu là aussi. Puis comment les auteurs francophones peuvent contribuer à la diversité de la production scientifique. On en a parlé un peu, mais en restant compétitif, entre guillemets, là, sur le plan universitaire. Puis, on a à peine abordé tantôt, mais la question, justement, Adèle, de l'enseignement, de la formation des étudiants en sciences sociales et humaines. Donc, j'aimerais vous entendre, en commençant par Adèle, sur ces enjeux-là. Oui, donc ta première question, c'est vraiment est-ce que ça ralentit la science? Est-ce que c'est vu comme un fardeau davantage, plus d'enjeux de publier en français qu'en anglais? J'ai pas une vision très tranchée. Pour moi, c'est à la fois un fardeau et à la fois une valeur ajoutée de publier en français. Je m'explique, ça va dépendre selon moi beaucoup du contexte, des objectifs des chercheurs. Si on pense par exemple à l'accessibilité, c'est sûr qu'on peut voir ça comme un fardeau parce que quand on publie en français, ça restreint l'accessibilité aux seuls lecteurs francophones. Mais si c'est ce qu'on vise, si c'est vraiment le public visé, pourquoi pas en fait. Ce n'est pas un fardeau en soi. Par rapport à la culture, par contre, publier en français, ça peut être une valeur ajoutée, comme certains l'ont nommé. On préserve la culture, l'identité francophone aussi en publiant en français. Donc, je pense que c'est important quand on travaille sur des sujets qui sont très empreints d'un contexte culturel spécifique, économique, social, etc. Donc, je pense qu'il y a tous ces aspects-là qui sont à prendre en considération. Je vais peut-être laisser les autres rebondir là-dessus, puis avec grand plaisir pour parler de l'enseignement ensuite. D'accord. Jean-François? Oui, j'ai envie non pas de reformuler la question, mais de réorienter la question, parce qu'on se pose la question. Bon, la manière dont elle est formulée en ce moment, c'est ça nous interpelle en tant qu'auteurs, en tant que scientifiques qui faisons de la recherche, nous voulons publier, etc. Mais je pense qu'il faut regarder ça dans une perspective aussi plus globale et voir que peut-être, c'est une hypothèse que je fais, et Vincent sera peut-être davantage que moi en mesure de commenter le bien fondé a priori, à première vue de cette hypothèse ou non, de l'invalider, c'est que contrairement à ce que l'on voit dans, appelons ça l'anglosphère, où il y a un certain nombre de grands éditeurs qui font circuler l'information, qui font circuler les publications, la francosphère ou la francophonie scientifique est très morcelée. Il n'y a pas d'équivalent de Cambridge University Press ou de Oxford University Press qui chapeautent plusieurs journaux, qui ont des antennes, bien sûr, dans les anciennes métropoles, mais qui ont des antennes un peu partout et qui nourrissent, qui sont des canaux à la fois pour publier, mais aussi pour faire circuler l'information. Ce qui fait que la circulation de la science n'est pas si évidente que ça dans le monde francophone. On peut peut-être parler France, Belgique, Québec, Suisse, mais il se fait des choses extrêmement intéressantes en Afrique. Il y a une pensée extrêmement originale, extrêmement dynamique. C'est très difficile d'avoir accès à ça. Il y a des enjeux majeurs. Et je pense que le morcellement de la structure du monde de l'édition scientifique francophone nuit
non seulement à la circulation de la science en français, mais nuit aussi à l'impact plus global de la publication en français et à l'attractivité de l'idée même de publier en français. Je ferme ma parenthèse. Merci. Alors, Louise, comment on reste compétitif? Comment on évite de trop publier en anglais quand on est francophone dans ta revue qui peut publier en français? C'est pas comme auteur que je vais répondre, c'est vraiment comme rédactrice en chef d'une revue bilingue. Et ce que souligne Jean-François est tellement important. La distribution, les canaux de distribution de la recherche, c'est fondamental. Moi, j'ai un de mes projets, quand je suis arrivée à la Revue canadienne de santé publique, c'était à l'époque publié par l'Association canadienne de santé publique, c'était distribué dans 100 universités. Puis dans quelques centaines de membres. Moi, je travaille assez bien avec Springer Nature pour un ensemble de raisons. On a travaillé avec Springer Nature, puis on a insisté avec Springer Nature que la Revue canadienne de santé publique était une revue bilingue et que nous allions continuer de publier en français et que tous les résumés de tous les articles sont en français dans tous les cas. Ils ont adapté leur pratique parce qu'ils nous voulaient. Et à partir du moment où on a été distribué dans des dizaines de milliers d'universités à travers le monde, notre revue a changé dans le sens où on est plus lu, on est plus cité, notre science, elle est maintenant, on est passé du 4e tier au premier quartile dans les revues des sciences de santé publique et de l'environnement. Donc, la distribution, c'est fondamental et majeur. Ça, c'est un enjeu. Moi, l'enjeu que je vais vous amener, c'est un enjeu de révision par les pairs. Et je gère de la révision par les pairs en anglais et en français. Et je peux vous dire que publier en français, c'est déprimant parce que ça prend plus de temps pour trouver des réviseurs qui vont accepter de le faire. Et moi, je dirais à mes collègues francophones, ben, lorsque vous avez une demande pour réviser un article en français, même si ce n'est pas directement pile-poil dans votre domaine parce que le bassin est plus faible, et même si vous avez 2 ou 3 choses à faire sur le dessus de votre pile, bien, essayez donc de faire un petit effort pour celui-là parce que la science en français ne se fera pas si on ne fait pas chacun un gros morceau de place à la révision par les pairs en français. Ou bien donc, c'est une science qui va demeurer complètement marginal et un peu ésotérique. En fait, la révision par les pairs est un enjeu universel, même en anglais, là, il y a des discussions. C'est un enjeu, mais l'enjeu du français, ça en rajoute une couche et ça en rajoute une couche à plus d'un titre. Mais je pense que la science en français va vivre, survivre et se déployer dans la mesure où on est très sérieux sur la révision par les pairs en français. DSS fait partie d'une association de revues là, en dépendance, en addiction. Là, et puis, il y a des discussions sur la proposition même de rémunérer la révision par les pairs, ce qui n'aiderait pas probablement tant que ça les revues petites et en français. Mais ça montre en effet le problème entier qui est plus grave pour les revues francophones. Jean-Pierre, sur un ou l'autre des enjeux? Oui, sur tous les deux, en fait. Je pense qu'effectivement, je rejoins complètement mes collègues. Les moyens de diffusion, les plateformes,
il faut faire un effort, il faut s'équiper. C'est pas qu'on ne l'a jamais été. Hein. Dans mon secteur, il y avait une revue qui s'appelait Médecine Science, qui longtemps, les gens allaient publier là. C'était pas nécessairement, tu sacrifiais pas tes données que tu allais avoir dans Nature ou Science, bien que je suis d'accord avec Louise, il y a peu de monde qui publie là, mais tu avais toujours un second papier qui allait là, qui informait, puis qui permettait de diffuser, etc. Je ne suis pas sans espoir. Je pense qu'il faut travailler sur des solutions justement pour diffuser davantage, profiter qu'il y a au-delà de 320 millions de personnes qui parlent le français sur la planète pour aller les chercher, pour les amener à publier, etc., dans ces revues-là. Et vous savez, je pense qu'il y a un réveil collectif en français, comme dans les autres langues, qui s'est fait depuis 2 ans. Des travaux comme ceux-là de Vincent, où je lisais, j'écoutais l'autre jour la présentation de Jean-Hugues Roy qui nous montre que les thèses sont de plus en plus en anglais. Je pense que tout ça, là, les données qu'on voit sortir, le portrait qu'a publié la phase sur l'état de la recherche en français au Canada, tout ça nous amène à un réveil collectif. Puis il faut que, comme communauté, on s'engage. Il faut qu'on ose effectivement mettre en priorité la revue du papier qui est en français. Il faut qu'on accepte chacun d'aller publier, même si ce ne sera peut-être pas le meilleur facteur d'impact, mais il y a de la place pour la diffusion des savoirs français. Puis il faut tous qu'on s'engage en fait pour que ça fonctionne. Merci Jean-Pierre. Puis Vincent, excuse-moi, j'ai sauté par-dessus toi, mais tu auras le privilège de commencer le 3e tour à toi. Non, il n'y a aucun problème. Ben là, je ne pourrais pas copier sur mes collègues. Prends ton temps. Non, mais 2 points. Le premier, c'est la vitesse. Es-tu vraiment quelqu'un qui trouve que la science va pas assez vite? Ça, c'est un discours que j'ai de la misère à accepter. Évidemment, il y a un moment de la pandémie où là, tu dis, ouais, il y a des enjeux. Mais en gros, il y a plein d'indicateurs qui allument au rouge, qui disent qu'on publie trop. Il faut qu'on prenne notre temps. Il y a trop de science qui est faite, on pourrait dire, à une trop grande vitesse. Il y a tout un mouvement qui s'appelle le mouvement de slow science. Donc, évidemment, le fait que ce soit publié dans une langue autre que l'anglais fait en sorte que ça prend peut-être un peu plus de temps avant que ce soit absorbé à l'extérieur des gens qui parlent français. Mais si c'est important, ça va se rendre pareil. Hein? Puis là, je prends toujours cet exemple-là, mais les papiers d'Einstein de 1905, 1910, 1911 sont tous en allemand, puis ça a eu son impact quand même. Hein? Donc, l'argument de la vitesse, il est, disons, moyennement recevable. 2 compléments aux commentaires de Jean-François. C'est vrai que le paysage des sciences sociales et humaines, qui sont plus souvent en français ou dans des langues autres que l'anglais, est fragmenté. Les éditeurs commerciaux comme Springer, Wiley et Elsevier se sont accaparés le marché, ont acheté toutes les revues dans les domaines des sciences. Dans les sciences sociales, c'est encore très fragmenté. Maintenant, il y a 3 endroits dans le monde qui ont des plateformes nationales très fortes. Le Québec, la France et le Brésil. Vous avez peut-être remarqué que dans ça, il y en a 2, en français. La France elle-même a 3 plateformes de diffusion de revues. L'Italie n'en a aucune. Les Hollandais n'en ont plus. Les Espagnols, c'est assez moyen. Donc, en fait, on a une grosse force dans la francophonie où nos revues, on pourrait dire, sont moins fragmentées. Ce l'est quand même moins que dans d'autres domaines, mais ce l'est pas mal moins dans la francophonie que dans les autres langues. Puis, dernier point, cette fragmentation-là, d'une certaine façon, c'est une force, mais c'est une force sur un autre axe, qui est celle du contrôle des éditeurs commerciaux sur l'édition savante, qui est un sujet orthogonal, mais qui n'est pas banal, parce que Louis, tu l'as mentionné un peu en filigrane, Springer, ça ferait pas mal plus son affaire que tu sois 100% en anglais. Elle aurait plus d'abonnements, il y aurait un plus haut facteur d'impact, etc. Puis, alors que toi, tu tiens ton bout, ben, il y en a d'autres éditeurs, peut-être qu'ils ne le font pas. Donc, les éditeurs commerciaux se nourrissent du tout à l'anglais. Ils peuvent pousser des indicateurs comme le facteur d'impact, puis nous revendre les revues puis les articles qu'on leur a donnés gratuitement. Merci. Adèle, sur l'enseignement, avant qu'on passe à la dernière thématique. Peut-être avant ça, je voulais juste rebondir. Il y a quelque chose d'important, je pense, qui a été nommé tout à l'heure, c'est l'aspect communauté. Je pense, et ce n'est pas quelque chose forcément auquel on pense en début de carrière, par exemple, mais c'est encourager nos étudiants en fait à comprendre les enjeux de la publication en français. Donc nous, comme chercheurs évidemment, mais nos étudiants aussi, parce que je vous avoue que ce n'est pas toujours très clair pour eux et souvent ils ont l'impression que c'est beaucoup plus payant pour eux d'aller vers des publications en anglais. Donc, je pense qu'une initiative comme aujourd'hui, par exemple, en discuter, faire davantage de communication là-dessus, c'est essentiel.
Au-delà des étudiants en recherche, évidemment, nos étudiants en fait, qui ne vont pas forcément jusqu'au cycle supérieur, je pense que c'est des étudiants qui n'ont pas accès à la science en anglais. Rien que quand on pense à l'accessibilité aux revues qui sont payantes, c'est des étudiants qui, une fois qu'ils ont terminé leur formation à l'université, n'ont plus accès forcément. Donc, je pense que c'est essentiel pour eux. Nous, en dépendance, majoritairement pour tous les étudiants qu'on a, sincèrement, ils ne sont pas à l'aise avec l'anglais. C'est souvent difficile pour eux et beaucoup de résistance quand on n'a pas trop le choix de leur faire lire en anglais certains écrits. Donc, moi, c'est ce qui a énormément alimenté mes réflexions sur dans quelle langue je vais publier. Et j'avoue avoir énormément plus publié en anglais qu'en français. Mais ces dernières années, petit à petit, j'ai réfléchi aux enjeux et je vois la pertinence. Mais comme étudiante moi-même, j'avais absolument pas conscience de tous ces enjeux-là. Je pense qu'il y a un petit bout de chemin à faire pour aussi communiquer ces éléments-là aux étudiants. Merci. Alors, passons à la dernière thématique, la question justement des solutions, des perspectives d'avenir pour la publication scientifique en français. Quelle stratégie prioritaire devrait être mise en place pour favoriser la diffusion, la publication de la science en français? Je pense notamment là, que Vincent va probablement nous parler des recommandations d'érudits dans son mémoire déposé là, au Comité permanent de la science et de la recherche de la Chambre des communes du Canada. Puis aussi en lien avec justement les initiatives, comment ça a évolué au fil du temps pour promouvoir la science en français, les technologies numériques, comment ça s'inscrit dans tout ça. Donc, je commence avec toi, Vincent. Écoutez, je vais laisser de la place aux autres. Je vais mentionner deux choses. La première, c'est les critères d'évaluation de la recherche. On l'a déjà mentionné, mais il faut insister là-dessus parce que c'est ça à quoi les chercheurs et les chercheuses réagissent. Et là, ce qui est compliqué, c'est qu'on a mentionné tantôt le rôle des universités, qui est effectivement au Canada, ça passe bien. Les subventionnaires sont aussi sensibles à tout ça, mais au sein de beaucoup d'organismes subventionnaires, les comités d'évaluation sont souverains. Donc, s'il y a quelqu'un qui décide de parler plus fort que d'autres puis de mettre le poids sur l'anglais, bien là, c'est pas si simple que ça. Mais les organismes subventionnaires, je pense, peuvent en faire plus. Assurer, puis là, c'est un mot tabou, mais assurer des quotas. Les demandes en français, par exemple, parce qu'évidemment, si on écrit en anglais nos papiers, on va écrire nos demandes en anglais aussi. Puis je comprends que c'est plus facile de trouver des évaluateurs. Puis je comprends aussi que tu ne veux pas juste être évalué par des Européens, des Français, des Suisses. Donc c'est quand même compliqué, mais d'avoir des quotas. Les demandes en français sont financées à 50 puis celles en anglais aussi. Donc, il y a un coup à jouer là-dessus. Ce qui est compliqué, par contre, c'est tout l'aspect international, parce que bon nombre d'entre nous sommes aussi évalués dans des circuits internationaux, que ce soit pour des prix, etc. Et donc, c'est compliqué. Mais il y a un travail à faire à redonner de la valeur à la diversité des langues. Et il y a 2 initiatives internationales qui poussent ça en ce moment, l'initiative d'Helsinki pour le multilinguisme dans la diffusion des connaissances et l'initiative d'Aura qui, essentiellement, vise à réduire le poids du facteur d'impact dans les évaluations et aussi, donc, par extension, de reconnaître une diversité de lieux de publication et donc une diversité de langues. Donc, ça, c'est le premier élément, l'évaluation de la recherche. Le deuxième élément, puis bon, je ne suis pas nécessairement le gars le plus optimiste du monde là-dessus, mais il y a des possibilités rendues par la traduction. Et par la traduction, je le mentionne parce que mon point de vue il est un peu différent d'autres, en ce sens où je ne veux pas qu'on serve de la traduction pour traduire nos papiers en anglais puis qu'on publie en anglais. Je veux que la traduction permette aux gens à travers le monde de lire les papiers dans la langue de leur choix, ce qui ne nous oblige plus à passer à l'anglais. Donc, moi, je suis québécois, j'écris mon papier en français, et puis mon collègue portugais en fait une traduction en portugais directement du français sans avoir à penser par l'anglais. Et donc, je pense qu'on a des solutions technologiques, mais ces solutions technologiques ne peuvent passer que par la reconnaissance symbolique des langues qui ne sont pas l'anglais. Louise? Oui, je veux réagir là-dessus. C'est exactement le point que je voulais faire autour de ça.
le passage, je pense, il y a 2 passages avec ça, Vincent, qui sont nécessaires. D'abord, une lingua franca qui permet de reconnaître et une indexation dans cette lingua franca qui, pour beaucoup de sciences à l'heure actuelle, est encore l'anglais. Et dans ce sens-là, mon expérience avec la Revue canadienne de santé publique, c'est que tous les résumés étant dans les 2 langues, la science en français qui est publiée chez nous est indexée et elle est trouvable dans un résumé anglais. Et avec les technologies à l'heure actuelle, quelqu'un peut faire traduire par n'importe quel traducteur Google dans la langue de son choix tout article qui est publié dans la Revue canadienne de santé publique. L'important, c'est l'indexation. Et malheureusement, beaucoup de revues francophones ne sont pas indexées dans les grandes bases de données. Et ça devrait tellement être une priorité. Et deuxièmement, d'avoir des résumés qui sont bien faits, qui sont bien informatifs et dans plus que la langue de publication. Et un résumé pourrait être facilement puis maintenant, avec la publication en libre accès et les publications simplement électroniques, ben, le nombre de résumés qu'on peut faire, si moi je veux, je peux en rajouter jusqu'à demain matin. Et si ma science pouvait être d'intérêt pour des collègues brésiliens, ben, j'aurais tout intérêt à mettre un fichier supplémentaire avec un résumé en portugais. Et qui serait à ce moment-là accessible à mes collègues portugais, aux gens, et qui peuvent télécharger l'article en français, en anglais ou en n'importe quoi, et le faire traduire dans un traducteur pour avoir une version qui est à peu près digestible dans la langue qu'ils comprennent. Pour moi, les obstacles majeurs ne sont pas sur la diffusion, ils sont sur le peer review, comme je le disais tout à l'heure, sur la révision par les pairs. Oui. J'ajouterai quelque chose à la fin, mais Jean-François, je te laisse continuer. Je suis assez d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit. Alors, je vais être très, très bref. Je pense qu'il est quand même important, quand on se pose la question de savoir quelle stratégie devrait être mise en place pour favoriser la publication, diffusion de contenu scientifique en français. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les stratégies adoptées en contexte canadien de celles adoptées à l'échelle internationale. À l'échelle internationale, l'idée, via la traduction ou autrement, d'inscrire nos contenus dans des réseaux multilingues non anglophones, c'est à mon avis une piste à explorer. À l'échelle canadienne, comme on y a fait allusion, il y a une sensibilisation à faire auprès des conseils subventionnaires, auprès du gouvernement du Canada. Est-ce que ça pourrait passer par l'instauration de quotas, comme l'évoque Vincent? Pourquoi pas? Mais c'est important de voir. En même temps, il ne faut pas penser qu'en tout cas, en contexte canadien, traduire ou même écrire en anglais, c'est une panacée. Je ne sais pas si vous avez vu le papier qui a été que Alain G. Gagnon et Jean-François Daou de Sherbrooke ont publié dans la Revue canadienne de sciences politiques en 2022. Eux, ce qu'ils ont fait pendant plusieurs années, ils ont regardé les sources qui étaient citées dans les examens de synthèse en Sciences Po puis dans les plans de cours en Sciences Po dans les universités canadiennes, alors qu'il y avait plein d'articles pertinents qui avaient été écrits en anglais par des Québécois. La présence de ces articles-là était lilliputienne. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu écris en anglais ou que tu te traduis en anglais que tu vas nécessairement être lu dans un contexte particulier qui est ce contexte canadien ici. À l'international, c'est peut-être différent. Mais donc, il ne faut pas penser que parce qu'on écrit en anglais, on va être lu. Puis ça renvoie probablement à un certain nombre de préconceptions culturelles très, très ancrées là, quant au capital symbolique de la production scientifique dans la langue française en contexte canadien. Jean-Pierre? 3-4 éléments que je vais additionner. Je pense qu'il ne faut pas juste penser publication, mais de l'ensemble des moyens de diffusion. Puis il y a peut-être des opportunités ici en avant de nous qui peuvent permettre de vraiment aller rapidement en français, en tout cas de faire évoluer les tendances. 2,
je pense aussi, je veux souligner les efforts que font le FRQ avec les prix pour la publication en français, etc. C'est une belle manière de montrer qu'il y a des belles choses qui sont publiées en français, c'est d'intérêt. Je pense qu'il faut être fier de ça, il faut être fier de la publication en français. Puis quand les gens la reconnaissent, c'est encore mieux. Je vous dirais, il y a 2 initiatives qui me sont chères de l'ACFAS. On lançait vendredi dernier un service d'appui à la recherche francophone qui est pour les contextes minoritaires, mais finalement, la moitié des institutions qui embarquent là-dedans. C'est un peu le service d'un bureau de la recherche ou un service d'appui à la recherche universitaire. Plusieurs petites institutions n'ont pas ça. Là, ça va faciliter les chercheurs pour pouvoir appliquer sur les demandes de fonds, donc élargir la collectivité canadienne encore plus de francophones, qui en tout cas, mon souhait, c'est que ça fonctionne, mais on voit même des institutions anglophones. L'Université de la Saskatchewan a une lettre d'entente avec l'ACFAS en disant, ben nous, s'il y a une recherche sur l'état du français à Saskatoon, ben il faut que mon chercheur l'envoie à son bureau de la recherche en anglais. Quel non-sens. Donc, je vais profiter de ce nouveau service-là. Je pense que ça va nous permettre d'élargir la communauté. Il y a un autre projet, vous verrez les premiers balbutiements. En fait, ça progresse très bien, en fait. C'est une plateforme qui va devenir disponible où c'est tous les résumés que les chercheurs ont envoyés vers l'ACFAS depuis 100 ans vont devenir disponibles à partir de l'an prochain. Et ça va même permettre d'aller rajouter les publications qui ont été faites suite au congrès, etc. Donc, ça va être, je pense, une plateforme intéressante pour stimuler davantage de publications, de diffusion des savoirs en français. C'est des outils comme ça qu'il faut se donner, je pense, pour avancer comme communauté. D'accord. Puis, en terminant, Adèle, préparez vos questions. On va passer à la période de questions ensuite. Des différents éléments, je vais rebondir sur des choses qui ont été dites, mais en synthétisant, disons. Alors, peut-être pour moi, une des priorités en termes de stratégie, c'est soutenir les revues francophones pour qu'elles puissent rester compétitives en termes de qualité. Donc, vous parliez de publication d'articles de qualité et en français, processus de révision par les pairs qui reste rigoureux, qu'on se sente faire partie aussi d'une communauté et qu'on participe à cette communauté-là. Avoir un délai de publication aussi compétitif, ce qui n'est vraiment pas évident, ce qui a été nommé plusieurs fois, mais aussi au niveau de la visibilité et de l'accessibilité en indexant les revues francophones. Je pense que c'est essentiel, c'est la base. Et puis, dernier élément qui me vient en tête, c'est le soutien financier au niveau institutionnel, financier des revues francophones. Oui, les organismes de financement, mais aussi au niveau des institutions académiques. Et ça, je pense que c'est important. Puis aussi en reconnaissant, en valorisant les publications en français, comme beaucoup l'ont dit. Dernière chose, ça a été nommé, je pense, un petit peu par Vincent tout à l'heure, et aussi par Louise, réaliser des partenariats peut-être entre les revues francophones et des revues internationales pour rendre plus accessible ce qu'on publie. Donc, je pense que ça pourrait, toutes ces stratégies sont pertinentes là, pour continuer à faire vivre les publications en français. Merci Adèle, je suis content que tu parles de financement des revues parce que c'est l'élément que j'allais apporter. C'était une des recommandations d'ailleurs du mémoire d'érudit de mieux financer et de pérenniser le financement des revues puis des plateformes de diffusion. Mais pour moi, en tout cas, c'est une évidence. Je vais te donner la parole, Vincent. Je voulais même lancer un peu ça sous forme de question avant de passer au public, mais pour moi, c'est une évidence que si on souhaite que les gens soient tentés de publier en français, ça prend des revues en français. Et pour diriger une revue depuis 10 ans, je vois bien que c'est difficile de produire, de maintenir un niveau de fonctionnement qui soit efficace, juste simplement relancer diligemment les évaluateurs qui répondent pas pour aller plus vite et tout le reste, c'est tellement à bout de bras par moment qu'on tient une revue et je sais
par exemple, que les demandes au FRQ des derniers concours, l'ensemble des revues avaient été recommandées pour financement, mais les taux, c'est 50% à peu près. Donc, le financement, pour moi, si on veut que les chercheurs soient tentés de publier, que ça soit rapide et de qualité, mais ça prend des revues mieux financées, mieux soutenues, dans un contexte en plus où on a un gouvernement qui accorde une importance à l'identité francophone, québécoise. Il me semble que ça devrait être important, mais je reconnais les efforts des FRQ. Puis, j'ai envie de dire aussi, plus, puis je veux pas que mon jupon de syndicaliste dépasse, mais plus de profs aussi dans les universités, parce que c'est sûr que la surcharge fait en sorte qu'on refuse, en tout cas, beaucoup les évaluations. Vincent, tu voulais... Oui, très rapidement. Évidemment, au Canada et au Québec, on finance bien nos plateformes par rapport à ce que font d'autres pays. Mais il y a quand même place à l'amélioration, puis effectivement, il faut que nos plateformes restent alléchantes pour un auteur, en ce sens où tu arrives sur les revues d'Elsevier, puis là, tu as toute la place de tes articles sur les médias sociaux. Donc, une dimension quand même technologique qu'une grosse corporation est capable de faire, que nos plateformes ont un peu plus de difficultés à faire. Fait qu'il y a effectivement un investissement qui doit être fait. Par contre, on a mené une étude que vous devez aller voir qui s'appelle « C'est quoi une revue heureuse ». Le titre est mieux dit que ça, mais en gros, on essaie de comprendre d'un point de vue sociologique, c'est quoi les revues qui fonctionnent. Ce n'est pas toujours les plus riches. Des revues qui fonctionnent, c'est des revues qui reçoivent des manuscrits. Puis on a des revues malheureuses qui ont un budget de 200 000 $ par année, mais qui n'ont plus de manuscrits, qui ne servent plus de communauté parce que leurs communautés sont toutes passées aux revues internationales. Ce qui m'amène à mon dernier point, qui est la reconnaissance institutionnelle de ce que c'est que de participer à une revue pour un prof. Historiquement, tu étais éditeur en chef d'une revue francophone ou même d'une revue en général, l'université allait te donner un dégrèvement, peut-être un peu de ressources. C'est plus bien le cas selon ce que j'entends chez mes directeurs, chez mes directrices de revue. Donc, il y a quand même un travail qu'on peut faire dans nos institutions qui reconnaît le rôle d'éditeur, qui est un rôle quand même assez ingrat. Si en plus ton université ne le reconnaît pas, tu as plus ou moins d'incitatifs à le faire. Mais ça reste du financement. Les universités reçoivent leur financement en grande partie du gouvernement, donc ça reste le nerf de la guerre. D'ailleurs, on en entend parler dans toutes les tribunes, l'argent, puis des fois on se dit, bon, autre que l'argent, mais ça revient souvent à l'argent, même si effectivement, on l'a vu, il y a d'autres pistes de solutions. Est-ce que quelqu'un veut rebondir encore sur cette question-là? OK, on va y aller avec les questions du public. Il nous reste une bonne dizaine de minutes. Joël Tremblay, à toi l'honneur. Tout d'abord, merci. Est-ce que vous m'entendez, le son nom? Oui. Alors, tout d'abord, merci aux différents panélistes. Fort intéressant, fort riche, toute cette conversation-là. Moi, quand arrive le temps de décider, tel article, on le publie où, le problème que j'ai, c'est le lectorat. Au-delà de moi, je suis plus à l'époque des promotions de ces affaires-là, mais j'ai besoin que ce que l'on fait soit lu. Mais j'ai deux lectorats qui m'intéressent. J'ai le lectorat de tout un monde francophone. Puis on se promène en France, en Belgique, les gens disent « Ah oui, j'ai lu vos articles » ou « On a lu… » Ils vont lire ce que fait Drogue, Santé, Société, qui est moi la revue de référence dans mon domaine. Donc, on a un lectorat francophone, mais c'est toujours la même question. Est-ce que si je le publie en français, je me prive du lectorat anglophone aussi en même temps? Pour moi, l'idéal serait une revue où nos articles, le même article est dans les deux langues, pas juste le résumé. L'article est carrément dans les deux langues. On en a fait quelques-uns, Jean-Sébastien, avec des collègues d'autres pays qu'on avait demandé de publier dans Drogue, Santé et Société, puis on l'a publié dans les deux langues dans la revue à ce moment-là. Puis pour moi, ce serait l'idéal, en offrant aux auteurs, si vous voulez payer la traduction. Il y a des revues dans le monde où il faut payer pour publier, c'est incroyable. Mais on pourrait payer la traduction tout simplement. Moi, je serais prêt à faire ça pour que l'article soit dans Drogue, Santé et Société, par exemple, et soit disponible dans les deux langues. Puis Drogue, Santé et Société est bien répertorié dans les grandes banques de données, donc il serait lu. À ce moment-là, tout à coup, j'aurais accès à mes deux lectorats tout à les mêmes coups. Ce serait pour moi une situation fantastique. Quelqu'un a envie de répondre? Juste une belle initiative. Non, mais il faut y a ça des comme enjeux. un exemple. Oui, il y a des enjeux d'espace importants dans ça. D'autant.
Mais donc, pas dans notre cas. On n'a plus de revue papier. En n'ayant pas de revue papier, c'est ça. Avant, on avait cet enjeu-là, puis c'était impossible, je comprends très bien. Mais maintenant, avec le PDF. Effectivement. Puis effectivement, mais il n'y a rien mais il y a strictement rien qui vous empêche de le faire avec les fichiers supplémentaires. Oui, puis en fait, comme. À l'heure actuelle, vous pouvez indiquer quelque part dans votre en fichier supplémentaire, trouver la traduction en mandarin. Oui, tout à fait. Mais comme on est, c'est ça, uniquement en ligne, on le fait, on publie sans limite d'espace et on publie les deux articles dans le même article, finalement, dans le même PDF en deux versions. J'allais poser la question de Vincent Wagner dans le chat, mais là, je vois notre valeureux bibliothécaire Dominique Desaulniers qui lève la main, alors je m'empresse de te céder la parole, Dominique. Et qui nous assiste au comité de rédaction. Ah, pardon, il faut que Bonjour, oui. Écoutez, je ne pensais pas de lever la main aujourd'hui. D'ailleurs, je vais baisser la main. Donc, dans le fond, effectivement, je voulais juste revenir sur l'idée que, deux éléments. L'idée qui a été mentionnée que peut-être la publication en français est vue des fois comme peut-être un peu de second ordre, mais on le voit ça même chez les grands indexeurs de contenu. Que ce soit, par exemple, Web of Science ou l'APA, l'American Psychological Association, qui produit PsycInfo. Il y a vraiment quelque chose là. Puis, tantôt, c'est drôle parce qu'on disait telle revue en français est quand même bien indexée dans les grands moteurs, mais quand on y regarde de plus près, puis c'est vrai pour Santé mentale au Québec, Drogue, Santé et Société ou même la revue de psychoéducation, quand on y regarde de plus près, c'est très difficile de faire indexer ces revues-là de façon entière. Je donne un exemple. La revue de psychoéducation a été soumise il y a longtemps pour indexation dans PsycInfo. L'APL l'a accepté, mais ils ont décidé que ce serait une indexation partielle. Ils ont pris la liberté de dire, la revue de psychoéducation, il y aura peut-être des articles qui ne seront pas pertinents là-dedans pour nous, puis on ne les indexera pas. Puis on n'a pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Puis un dernier point, pour Web of Science, ils ont lancé ce qu'on appelle le Emerging Source Index. Donc, c'est un espèce de, un peu de, moi je dirais, puis là je vais faire attention à ce que je dis étant donné que Vincent est là, mais tu sais, c'est un peu un index nouveau, un petit peu de second ordre où il y a beaucoup de revues justement dans d'autres langues comme le français, mais ils disent bien que dans ce Emerging Sources Index-là, il n'y aura pas de facteur d'impact d'attribuer de toute façon. Donc, c'est comme s'il faut graduer du Emerging Source Index. Donc, c'est facile. Là. Donc, la découvrabilité dans ce cas-là en prend pour son rhume. Vincent? Voilà. Ouais, je n'étais pas sur mute, fait que je suis désolé pour vos oreilles chastes. Les Emerging Sources, c'est intéressant parce qu'ils ont brandé ça un peu comme étant un club école. Tu comprends? Ça, c'est le Junior 3A ou c'est la Ligue Junior majeure ou la Ligue américaine des revues. Alors que dans ça, il y a des revues qui ont 100 ans, mais qui se trouvent juste à être en français, en espagnol. Et bon, donc c'est un peu, de mon point de vue, un petit scandale. Puis Clarivate, la compagnie qui produit ça, qui produit le facteur d'impact, a eu une politique effectivement de fragmentation historiquement de ces bases de données en disant il y en a une étant en haut, puis là, d'essayer de créer des incitatifs pour qu'une revue se retrouve là. Puis Eugene Garfield, qui est le créateur de tout ça, dès les années 60-70, puis encore plus dans les années 80, poussait l'anglais comme lingua franca, le disait de façon transparente, là, il faut vous publier en anglais. Si vous n'êtes pas en anglais, on ne vous indexe pas, etc. Puis ça explique en grande partie pourquoi une revue comme les Annales de l'Institut Pasteur en France est publiée en anglais depuis une trentaine, quarantaine d'années. Donc, on manifeste à quel endroit au juste là, pour ce scandale? Blague à part. Je suis partant pour aller faire une marche publique là-dessus. Là. N'importe quand. Bon, ça va prendre un leader. Vincent Wagner, dans le chat, là, il nous reste peu de temps si on veut terminer à 13h, demande, vous remercie pour vos perspectives, là, puis il aurait aimé vous entendre sur la place du libre accès dans le répertoire des solutions. Donc, il y a beaucoup de réflexions au FRQ là-dessus. Là, oui, vas-y, Vincent. Je vais être très, très rapide, là, parce que ça tombe dans mes tales. Là. Évidemment, les articles en français ou en fait dans des langues autres que l'anglais sont beaucoup plus susceptibles d'être en libre accès.
Les éditeurs commerciaux publient en anglais, mettent des barrières derrière tout ça. Mais en gros, puis c'est le cas même en contexte canadien, là, la littérature en français, compte tenu qu'érudit est à 98% libre accès, est beaucoup plus susceptible d'être, en français, c'est beaucoup plus susceptible d'être ouvert. Et donc, il y a un élément, je le répétais tantôt, de responsabilité sociale. On a une responsabilité à ce que nos résultats soient disponibles pour les différentes communautés de pratique, encore là, en sciences infirmières, en psycho, en sciences de l'éducation. Puis, si c'est fermé puis en anglais, les chances que ça se ramasse entre les mains. Écoutez, les fonctionnaires à Québec, à Ottawa, ont accès à rien d'autre que ce qui est en libre accès. Ils ne peuvent pas se payer des abonnements aux revues savantes. Et donc, en publiant en français, dans nos plateformes nationales, bien, on s'assure d'une appropriation potentielle de ces résultats-là. C'est pour ça que DSS, depuis le début, est en accès. Bon, pas total gold, où je me souviens plus des couleurs, là, mais quand même gratuitement accessible en ligne. Louise? Moi, ça fait une vingtaine d'années que je regarde l'édition d'assez près pour en être un acteur. Je pense que le monde de l'édition scientifique est en transition. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air dans 10 ans, mais ça n'aura pas l'air de ce que ça a l'air maintenant. Je pense que le libre accès, mais je pense que la science libre va changer complètement la donne. Les grands publishers se ramassent autour de ça, mais je pense que la communauté des scientifiques, qui est en fait la main-d'œuvre très, très bon marché sur lesquels ces gens-là tirent de la plus-value, là, est en train de se réveiller un petit peu. Et je pense que la diversité va être un des mots d'ordre dans cette transition-là. Mais comme je te dis, moi, je ne sais pas vers où on s'en va. Je n'ai pas réussi à trouver ça. Mais ce que moi, je vois, c'est plus de diversité, plus de voix possibles. Et je pense que la voix de la langue pourrait en être une, mais il va falloir qu'elle soit portée non pas par des individus, mais par des grandes institutions, l'Université de Montréal, l'ACFAS, les FRQ. Et dans ce sens-là, il faut passer dans la brèche. Mm-hmm. Oui, Jean-Pierre. Attends, dose, parfait. Donc, dernier commentaire, autre question. Sinon, on va se laisser là-dessus. Il arrive 13h dans quelques secondes. Alors, il ne me reste plus que, si personne se manifeste, à vous remercier vraiment chaleureusement, Vincent, Jean-Pierre, Louise, Adèle et Jean-François. Vraiment, on était très chanceux de vous avoir puis de participer à ce panel très intéressant. Puis je pense que les discussions vont se poursuivre partout, en vrai, en virtuel, et au plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Puis merci à tout le monde qui ont participé. Et à bientôt. Puis bon cri au risque. Merci mille fois. Merci beaucoup. À tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Hey.